Hey, salut tout le monde, c'est Dolbec. Aujourd'hui, on va parler d'une vidéo qu'ils ont posté à Radio-Canada. Là-bas, ils sont bien bons pour la désinformation. La vidéo est ici. Trump mettra fin à la guerre contre l'Iran quand il le sentira. Fait que là, on le sait très bien, c'est pas quand il le sentira, mais quand l'Iran va finalement arrêter de faire des conneries, c'est là que ça va se passer, ok? Fait que là, le Radio-Canada, eux autres, ils ont un budget de 42 millions par année, OK? Ça, c'est de l'argent que le gouvernement leur envoie, que vous payez avec vos taxes. Et puis, ils ont 150 millions en 10 ans de plus que ça. Fait que ça, c'est à peu près que ce qu'ils ont. Ils ont peut-être plus ou moins, dépendant des années. Mais bon, c'est de ça que ça a l'air. Fait que là, on va commencer par dire que ça, c'est les objectifs qu'ils ont énoncés. Ils ont fait des conférences de presse, OK, aux États-Unis, puis ils ont mis ces quatre objectifs-là. Détruire les capacités de missiles balistiques de l'Iran. La raison pourquoi les États-Unis ont attaqué l'Iran, c'est parce que l'Iran, il préparait des missiles nucléaires. Puis je pense il y avait assez d'uranium pour faire 10 ou plus missiles. Je pense qu'ils disent 11, je me rappelle plus exactement. Mais il y avait assez d'uranium enrichi pour faire des missiles encore. Et à chaque fois qu'on détruit leur installation de missiles, ils en refont. Fait que là, ils ont décidé d'arrêter ça. Puis il faut se rappeler qu'il y a des services secrets aux États-Unis et en Israël qui font des recherches approfondies. Fait, ils savent plus que nous. Ils collectent des preuves avant de faire des attaques. Comme ça, s'ils se ramassent au tribunal, en cour suprême ou peu importe, ils vont pouvoir gagner leur cause. Fait que là, détruire les missiles balistiques, anéantir la marine. La marine, ça, c'est les bateaux. Les Iraniens, eux autres, ils bloquent un canal où il passe beaucoup de pétrole puis d'huile, des affaires de même. Fait que ils ont anéanti leur marine pour qu'ils arrêtent. Ils ont anéanti environ 50 bateaux. Empêcher l'Iran d'acquérir un arme nucléaire. Et voilà, ça c'est de la prévention. Couper le soutien iranien aux groupes armés et milices régionales. Ça, c'est des terroristes. Il y a plein de terroristes. Puis à chaque fois, ils changent tout le temps de leader. À chaque fois qu'ils en tuent un, ils ont tué pour le moment deux leaders. Puis là, ils en ont mis un troisième. Puis il s'est fait blesser. Je sais pas trop comment, mais les Américains l'ont blessé. Fait que là, on va écouter leur vidéo de désinformation. On va voir jusqu'à quel point ils vous désinforment. Je vous dis, Radio-Canada, c'est mauvais. Si le monde de votre famille il écoute la radio, puis il écoute les nouvelles, demandez-vous pas pourquoi il haïssent Trump. Vous allez voir, ces personnes-là, ils ont un dédain pour Trump, c'est épouvantable. Ils essayent pas de voir les deux côtés de la médaille, rien de tout ça. Ces personnes-là, ils ont un biais, c'est fou. Vous allez voir, là, au moins, il pourrait donner des points. Ok, au moins, il a fait ça de bien, il a fait ça de pas bien, tu comprends? Non, eux autres, c'est juste, ah, il a fait ça de pas bien, il a fait ça de pas bien, il a fait ça de pas bien. Puis, la plupart de leurs points sont mauvais, puis en plus, sont payés par le gouvernement. C'est épouvantable. Vous allez voir, là, il y a une Karen, il y a les White Knights, là, les petits chevaliers blancs qui essaient Ah, je sais pas que c'est quoi leur but, là, mais bon, on va regarder ça vite fait. Panel américain avec Catherine Loubier, Raphaël Jacob et Michel COG. Bonne fin d'après-midi à vous trois. Bonsoir. Bonjour. Fin de la deuxième semaine de bombardement sur l'Iran, l'embrasement également du Moyen-Orient avec la réplique iranienne. Et on se pose depuis le début de cette guerre-là la question combien de temps ça va durer. Puis là, on a eu différentes versions. À un moment donné, M. Trump a parlé de 4-5 semaines. Ensuite, ça a été 4-6 semaines. Après ça, il a dit que ça va se faire bientôt. Et aujourd'hui, nouvelle version pour la fin de la guerre dans cet extrait. When it's over, and I don't think it's going to be long, when it's over, this is going to bounce right back so fast. When are you going to know when it's over? When I feel it. Okay. I feel it in my bones. Quand pensez-vous, quand vous direz-vous que c'est fini? Quand je vais le sentir dans mes tripes. C'est ça la réponse de Donald Trump. Catherine, qu'est-ce que vous comprenez de cette réponse? Ben rien. En fait, je pense que M. Trump entretient des informations très ambiguës sur la guerre et ça lui sert bien. C'est une guerre où on ne sait pas quand est-ce que la guerre va être finie parce que l'objectif de la fin de la guerre n'est pas clair. C'est une guerre sans calendrier. Ok, bah, on va mettre ça au clair. Il n'y a pas une guerre que tu dis, ah, ça va finir telle journée. Ça n'existe pas. Je sais pas pourquoi ils essayent de mettre une date là-dessus. Moi, je trouve ça fou carrément, là. Il y a une guerre, puis là, tu vas dire, ah,
Dans 2 semaines exactement, la guerre va être arrêtée. C'est pas parce que c'est Trump ou c'est quelqu'un d'autre, c'est juste parce que ça ferait pas de sens d'avoir une date. Ça dépend tout juste, en ce moment, là, ça dépend des Iraniens plus de Trump. Les Iraniens, ils ont juste à arrêter de faire des conneries, puis peut-être changer de régime, puis là, ben, la guerre va arrêter. Mais c'est même pas dans les objectifs des États-Unis de changer de régime. Leur but, les États-Unis, c'est qu'ils arrêtent d'essayer de produire des armes nucléaires puis des missiles. C'est facile. Que parler là, à ce moment-ci, je l'espère pas, mais de conflit ouvert. Et oui, là, c'était sur un feeling la semaine dernière. Là, c'est quand il va le sentir dans ses os. Pourtant, il a répété il y a quelques jours, It's about over. C'est presque terminé, la guerre. Alors, et pendant ce temps-là, ça alimente la volatilité. C'est ça aussi qui frappe dur. Parce que ça n'a rien à voir avec l'agenda America First, qui est, entre autres, de réduire le coût de la vie des Américains. Le prix du pétrole, du gaz varie, les marchés sursautent et finalement, il entretient donc flou et volatilité je dirais, de jour en jour, de semaine en semaine, ça change. OK, mais si eux autres, ils préparaient des bombes qui pouvaient se rendre jusqu'aux États-Unis, des bombes nucléaires, puis qu'ils arrêtent ça, oui, c'est America First, ça c'est sûr. Puis deuxièmement, ben, comme j'ai dit au début, les Iraniens, eux autres, ils bloquaient un canal qui faisait passer du pétrole. Puis le fait de sortir les Iraniens de ce canal-là, ça va faire baisser le prix du pétrole. C'est sûr que le pétrole qui passe là, souvent, il n'est pas vendu aux États-Unis. Mais bon, c'est surtout, d'après moi, pour réussir à se défendre des missiles nucléaires. Puis en plus de ça, c'est un bon moyen de tester les armes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de guerre en Amérique. C'est temps qu'on fasse un petit peu de guerre juste pour s'assurer qu'on est à la fine pointe de la technologie puis qu'on continue à progresser. Tu sais, c'est rendu qu'il y a des missiles, des anti-missiles, que c'est des genres de lasers qui tirent sur les missiles, puis ça coûte vraiment pas cher. Parce que là, on avait un problème. Ça prenait des anti-missiles qui coûtent vraiment cher pour arrêter des missiles. Puis là, ils envoyaient des drones à la place des missiles qui coûtaient pas cher. Fait que là, on dépensait plus d'argent pour arrêter des missiles. Mais là, ils ont développé un genre de laser qui coûte 3,50$ du coup, qui détruit des drones qui valent, je sais pas, 1000 ou 2000$. Fait que on est en train de s'ajuster, c'est normal. De réussir à s'ajuster sur des terroristes, ça donne une très bonne raison. Moi, je trouve que c'est parfait. On devrait les arrêter le plus vite possible, puis se battre contre les organisations comme ça qui tuent du monde pour rien, là. Le scénario change. Est-ce que ce flou-là, Raphaël, nous dit quelque chose sur la façon avec laquelle cette attaque-là a été planifiée? Oui et non, mais vous savez, pour revenir à la citation, voici ce qui est absolument fascinant et jusqu'à un certain point déroutant. Lui, là, il arrive tout le temps avec des citations, là, c'est tout le temps à chier son affaire, je comprends pas. C'est exactement le même mot lorsqu'on parle de trip, de gouverner, de décider, surtout en matière de politique étrangère et de conflit à l'international avec les tripes, que George W. Bush utilisait il y a 20 ans, notamment dans le contexte de l'Irak. On l'avait largement dépeint comme un président qui gouvernait selon ses tripes et non pas selon les données probantes. Non seulement ça, Sébastien, mais quand vous ajoutez ça à l'image qui est, en ce qui me concerne, sans doute la plus surréaliste de toute la présidence Trump qu'on a eue il y a quelques jours à la Maison-Blanche, c'est-à-dire Condoleezza Rice, l'ancienne secrétaire d'État de M. Bush à l'ère de la guerre en Irak, qui serre la pince au président Trump. On les voit après coup quitter ensemble comme si elle était devenue une sorte de renouveau bras droit, alors que Donald Trump s'était présenté dans sa toute première campagne présidentielle comme un républicain qui allait catégoriquement rejeter l'approche des Bush et Rice de ce monde, surtout par rapport au Moyen-Orient. Donc, encore une fois, il y a quelque chose qui est absolument déroutant de tout ça. Voilà, puis on a l'administration. Je vois pas pourquoi il amène cette madame-là dans le conflit, là. Ça fait juste aucun sens. Tout ce qu'il vient de dire, c'est tellement un blabla inutile. Sincèrement, ça n'a aucun rapport avec la guerre en Irak. Je comprends rien. L'administration actuelle n'a pas cessé de critiquer la façon avec laquelle les choses en Irak avaient été faites en répétant que l'Iran, ce ne sera pas l'Irak de 2026. Peut-être une question naïve, un peu bizarre, Michel, tu sais, mais pourquoi c'est important de savoir combien de temps ça peut durer, cette guerre-là? Parce qu'on revient avec cette question-là, la version de l'administration. C'est pas important pantoute. Puis de la façon qu'on voit ça, la guerre est pas mal déjà finie, on s'entend.
Ils ont détruit 90% de tous leurs missiles, puis 95% de toute leur installation de drones. Ils ont détruit 50 bateaux, qui est pas mal tous leurs bateaux. Il leur reste peut-être des tout petits bateaux cachés par-ci par-là. Mais la job est pas mal déjà faite. La chose qui reste en ce moment, c'est de trouver un leader ou de s'assurer que le leader change de façon à ce qu'il arrête d'essayer de créer des programmes nucléaires. Démanteler tout ça, ça va être quand même compliqué, mais le plus gros de la guerre est fini, là. Trump est parfois X, parfois Y, parfois Z. Pourquoi c'est important de savoir combien de temps ça peut durer? D'abord politiquement, parce que M. Trump a promis de mettre fin aux guerres qui n'en finissaient plus, les never-ending wars. Alors, si on n'a pas de critères pour dire on va mettre fin au conflit, ça peut être un never-ending war. L'autre chose, c'est que... Quand il parlait de guerre qui n'en finissait plus, le Trump il a arrêté des guerres qui duraient plus que entre 20 et 50 ans. Une histoire de plusieurs mois, là, c'est rien, une guerre. Si tu connais un peu l'histoire, là, tu vas réaliser là, que une guerre de 2 mois, là, c'est rien. Même une guerre de 1 an, c'est tout petit comparé à bien des guerres qu'il y a eu. Il y a des sièges de châteaux qui ont duré ça à peu près 1 an. Là. Fait que ça a juste pas d'allure. Je comprends pas c'est quoi leur but, leur objectif en ce moment. Ils sont tellement biaisés qu'on dirait qu'ils comprennent rien. L'autre chose, c'est que, et je reviens à ce que Catherine disait au tout début, s'il n'y a pas d'objectif clair, comment voulez-vous qu'on sache si on a rempli nos objectifs? Et c'est ça qui est... Il y a des objectifs très clairs. Je les ai montrés au début du vidéo. Ils ont nommé ces 4 objectifs-là sans arrêt pendant des conférences de presse. Il y a des objectifs très clairs dans cette guerre-là. Et c'est là qu'interviennent les tripes de M. Trump. À un moment donné, est-ce qu'on fait ça sur la gueule, littéralement, sans avoir d'objectif clair, sans avoir de plan de sortie clair? C'est exactement ce qu'on a reproché à l'administration précédente, et pas précédente, mais la républicaine précédente. Il n'y en a pas trouvé des armes de destruction massive en Irak. Hein? Il n'y en avait pas. Alors, Ouais, attends un peu. Là. Il parle de genre... l'histoire qu'il y a eu là, 20 ans, là, il parle pas des derniers coups. Oui, il y en a des armes de destruction massive, c'est du plutonium enrichi. Il n'y a pas besoin d'être dans une bombe. Ils l'ont dit, il y avait du plutonium enrichi jusqu'à un certain point que c'est fait pour les bombes. Quand tu l'utilises pour une usine nucléaire, il n'y a pas besoin d'être enrichi au même point que quand tu fais une bombe. C'est pas trop compliqué, là, ils ont des preuves. Si tu fais des guerres sans avoir de preuves, tu vas passer en Cour suprême puis ils vont te pogner. Mais là, quand il arrive en Cour suprême, il y a tout le temps des preuves. Fait que là, ce qu'il dit, là, c'est de la désinformation, 100%. est-ce qu'on fait encore une guerre sur la gueule? C'est ça la question. Et là-dessus, je pense que M. Trump est en train de nous dire, oui, on est en train de faire ça sans vraiment de plan. Et l'expression de Michel est vraiment intéressante, faire une guerre sur la gueule, dans la mesure où si vous avez entendu, ne serait-ce qu'une partie du point de presse de Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, ce matin, il fait ce qu'il fait depuis maintenant plusieurs jours, c'est-à-dire se vanter de la quantité de bombes qu'on largue, le nombre de cibles qu'on va atteindre. Retournez lire Clausewitz. La guerre, c'est une politique, c'est une façon de faire la politique différente. Donc, on peut larguer des centaines de bombes. Savez-vous, entre 65 et 75, entre 1965 et 1975, les Américains ont largué combien de tonnes de bombes sur le Vietnam, particulièrement le Nord-Vietnam? Ça se comptait dans les millions. Est-ce qu'ils ont gagné la guerre? La réponse est non. Et on se pose la question, après 2 semaines, est-ce que les États-Unis sont moindrement plus proches d'atteindre ne serait-ce qu'une partie des objectifs qui avaient été fixés au début? Non. Mais de façon politique, quel objectif stratégique ou quel parti est en train de gagner son pari stratégique? La réponse, elle est très, très claire. C'est pas simplement l'Iran. C'est Israël. S'il y a une personne qui est morte de rire présentement, c'est M. Netanyahou, parce qu'il a mis le gouvernement américain exactement où il voulait le mettre depuis maintenant des années, c'est-à-dire pas juste avec l'avant-bras dans le tordeur, mais avec le bras jusqu'à l'épaule dans le tordeur, pour les Israéliens. Non. C'est bon pour toute la planète, OK? En ce moment, voir l'Amérique sauver la planète contre les terroristes, c'est la meilleure chose qui peut arriver, OK? Il n'y a rien de mal à arrêter les terroristes. C'est pas de la politique pantoute. Ils ont essayé de faire de la politique avec eux autres, puis ça n'a pas fonctionné. On est rendu au point au-dessus de la politique, qui est la guerre. La politique, elle n'existe plus en ce moment-là. Puis, le monde devrait être fier de voir l'Amérique avancer comme ça. Moi, quand j'écoute leur discours, je suis fier pour eux autres. C'est ça que les États-Unis devraient avoir l'air. Un pays puissant qui s'assure que la paix est là dans le monde, puis qui vont agir s'il se passe de quoi. On veut pas une Amérique silencieuse qui fait rien, qui protège personne.
On est comme le grand frère de la planète qui va s'en venir puis qui va agir s'il y a un problème. Pour moi, c'est ça qui est important. Puis quand il arrive puis qu'il vante l'armée américaine, je trouve que c'est une bonne chose parce que ça, on n'en entend pas assez souvent. Ça va donner le goût aux jeunes hommes de retourner dans l'armée. Pour moi, je trouve que c'est quelque chose qui est quand même important. Ces discours-là, c'est des bons discours en plus. Le gars, c'est un chrétien et il dit qu'il fait ça sur des bases chrétiennes, des choses comme ça. Vous devez aller voir les vrais discours. C'est important. Puis en plus de ça, ce qui est le fun, c'est que sur YouTube, il y a un petit piton que tu peux cliquer ici, que tu peux avoir les sous-titres sur beaucoup de vidéos, ok? Fait que tu peux aller voir les vidéos en anglais de ces personnes-là, puis avoir les sous-titres. C'est génial. Vous allez voir à quel point Radio-Canada sont désinformés, c'est épouvantable. C'est un scénario rêvé pour les Américains. C'est un scénario qui se dessine présentement comme un cauchemar. Catherine, Raphaël... Pas vrai. Regardez ce que les Israéliens commencent à faire avec le Liban. Un de leurs objectifs non avoués, mais qui était très stratégique depuis très longtemps. Alors, Raphaël a tout à fait raison. Là. Le gagnant actuellement, c'est M. Netanyahou. Voilà, c'est comme si Israël se sert du conflit avec l'Iran pour atteindre ses buts sur d'autres fronts, notamment éliminer le Hezbollah au Liban avec le pilonnage du Liban. Tout le monde veut que les affaires comme le Hezbollah et les organisations terroristes soient finies. C'est pas juste Israël qui gagne, c'est toute la planète. Vous avez vu, il a envoyé des missiles sur plein d'autres pays autour. Là. C'est pas des bonnes personnes, mais voyons. Raphaël a fait allusion au Vietnam. Au Vietnam, oui, il y avait du largage de bombes, mais il y avait aussi des bottes sur le terrain. Plus le conflit passe, est-ce que plus la perspective de devoir envoyer des soldats à pied sur le terrain monte aux États-Unis ou c'est complètement exclu au moment où on se parle? Non, non, c'est pas exclu, certainement. On n'a pas de preuve que c'est exclu. Maintenant, il y a des Marines, je pense 2500 Marines qui vont être envoyés, en plus de quelques navires, dont le USS Tripoli, qui est basé au Japon, s'en va déjà vers le Moyen-Orient pour prêter renfort au détroit d'Ormuz. Donc, je pense qu'on n'est pas à la veille. Ça va prendre 2 semaines avant qu'il se rende, le navire. On n'est pas à la veille de voir une désescalade. Il n'y a pas de voie diplomatique qui se présage. Il y a toutes sortes d'échanges entre les pays arabes, l'Iran qui fait des déclarations. Mais il faut dire aussi, tu sais, j'écoutais tout à l'heure sur les objectifs de la guerre. Si on prend la fin du régime iranien, c'est pas un des objectifs qu'ils ont énoncé pour la guerre, la fin du régime iranien. Ce serait une bonne chose que le régime iranien change, ou au moins qu'ils admettent qu'ils vont arrêter de produire des bombes, c'est un ou l'autre. Mais c'est pas un des objectifs que l'Amérique a mis sur la guerre. Le leader suprême, le guide suprême, oui, est mort. La succession, c'est un peu embrouillé. On ne sait pas trop si c'est solide ou pas. Le leader suprême est mort, l'autre il est mort aussi après. Là, ils en ont mis un autre, puis là, il est blessé. Mais est-ce que les Iraniens se sont débarrassés d'un régime oppressif? Non, on ne peut pas dire ça aujourd'hui, qu'ils se sont débarrassés d'un régime oppressif. Deuxièmement, les fameuses proxys, le Hezbollah, Michel... C'est aux Iraniens de se soulever, d'aller dans les rues puis de faire des émeutes pour réussir à changer de régime. Les États-Unis, ils n'ont pas le droit d'aller plus loin que ce qui leur est permis. Puis c'est pas dans leurs objectifs. Leur objectif, c'est qu'ils arrêtent d'être une menace. Puis d'essayer en ce moment de les convaincre de changer. Mais bon, c'est pas. Plutôt les convaincre d'arrêter de produire des affaires nucléaires, des missiles nucléaires ou des armes, peu importe. Leur but, c'est ça. L'Iran, Trump, il arrêtait pas de le dire. Le peuple iranien, c'est un grand peuple qui ont beaucoup de potentiel. On croit en eux. Le problème, c'est juste les leaders. On a parlé, le Hamas. Est-ce que les proxys ont été démantelés? Non. Est-ce qu'ils sont neutralisés? Non. Est-ce qu'ils sont affaiblis? Oui, ils sont affaiblis, mais il y a encore des roquettes sur Israël, puis certainement dans le sud du Liban, en ce moment, ça chauffe. Et troisièmement, est-ce que finalement... 95% de ces roquettes-là se font intercepter sans arrêt. Là. Ils ont presque plus de missiles. 90% de leurs missiles sont détruits. Fait que ce qu'ils envoient en ce moment, c'est juste des restants, puis la plupart de ces restants-là se font intercepter. Là. On a affaibli, ou est-ce qu'on a plutôt réglé la question de l'armement nucléaire en Iran? Absolument pas. Il y a beaucoup de frappes militaires, mais ça n'a rien à voir avec l'arsenal d'enrichissement nucléaire de l'Iran. Oui, oui, ça a le rapport avec. C'est prouvé qu'il y avait de l'uranium enrichi et qu'il se préparait à faire des bombes. Oui, c'est prouvé.
Je sais pas si où ils vont chercher leur information. On ne savait pas au début pourquoi la guerre était déclenchée et si c'était sur le... On n'a pas de preuve qu'une bombe nucléaire était bientôt entre les mains des Oui, Iraniens. oui, il y a des preuves, puis faut se rappeler que les services secrets puis tout ça, ils ont collecté des preuves avant même que la guerre se produise. On n'a pas de preuve non plus que cet arsenal-là est démantelé. Pas du tout. C'est une guerre sur d'autres genres d'infrastructures. Alors, on est vraiment dans le néant sur cette question-là. Et ça a des effets sur la politique interne domestique aux États-Unis. On va y revenir dans un instant. Le temps de parler du détroit d'Ormuz, là, qui est bloqué. Il n'y a pas de pétrolier qui passe. C'est ça. Ce pétrole-là, il est souvent vendu en Chine, puis des choses comme ça. Fait que nous autres, ça n'affecte pas notre économie. Il devrait le faire rouvrir par la force. C'est l'Iran qui contrôle le détroit au moment où on se parle. Réflexion de Pete Hegseth à ce sujet. Tous leurs bateaux sont détruits, ils contrôlent rien. C'est quoi ce qu'il dit, lui? Ça n'a pas d'allure. As the world is seeing, they are exercising sheer desperation in the Straits of Hormuz. Something we're dealing with. We have been dealing with it and don't need to worry about it. We're on plan to defeat, destroy, disable all of their meaningful military capabilities at a pace the world has never seen before. Inquiétez-vous pas, qui dit. Inquiétez-vous pas. Au sujet du détroit d'Ormuz, c'est Pete Hegseth, ministre secrétaire de la Défense. Michel C., est-ce que ça vaut... Il a pas dit « inquiétez-vous pas ». Il a dit « on est en train de détruire toutes leurs capacités militaires à une vitesse que pas personne n'a vue. On va défendre le détroit d'Ormuz ». Puis il a pas dit « inquiétez-vous pas ». Là. Il a dit qu'il était en train de démanteler le réseau iranien, puis c'est en train de se passer. Ben là, le réseau militaire qui a envoyé des bateaux. Les Américains ont détruit 50 bateaux, là. Rassure sur le degré de contrôle que les États-Unis exercent sur la situation. Terriblement, terriblement. Je suis totalement rassuré parce qu'il a dit exactement les mêmes mots que M. Trump. « At a pace you've never seen before ». Ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité, comment on va faire ça. Oui, je suis très inquiet parce que c'est tout petit, le détroit d'Ormuz, c'est 30 000. Et actuellement, les Iraniens le contrôlent et ils ont miné l'endroit. Alors, M. Trump a beau dire « Envoyez-les, pétroliers, vous pouvez y aller ». C'est très dangereux. Il n'y a personne qui va envoyer un pétrolier qui vaut plusieurs millions de dollars dans une situation comme celle-là. Alors, est-ce que je suis rassuré par M. Je suis rarement rassuré par M. Hegseth, mais est-ce que là, il m'a rassuré? Non, pas du tout. Mais pourquoi ils n'envoient pas, Raphaël, pourquoi ils n'envoient pas leur marine, leur flotte, les États-Unis, pour escorter des pétroliers dans le détroit d'Ormuz? En une phrase, parce que ce serait extraordinairement dangereux pour leur propre flotte. Non, ils ont dit qu'ils allaient envoyer un bateau. Drette là. Les bateaux, ils s'en viennent, là. Puis ils ont des équipements anti-mines. Ils vont tout enlever ça. Et je sais pas ce qu'ils disent encore. Ça n'a pas d'allure. De deux, vous faites vraiment ma journée, Sébastien, en jouant l'extrait que vous venez de faire jouer, parce que j'allais le citer moi-même. C'est tiré du même point de presse que je citais plus tôt et que j'allais reciter. Parce que lorsqu'il est question du détroit d'Ormuz, non seulement M. Hegseth a prononcé les mots qu'on a entendus, mais il a également dit qu'il n'y avait rien de nouveau dans ce qui se passait. Parce que ça faisait des décennies que l'Iran menaçait le reste de la planète avec le détroit d'Ormuz en menaçant de le fermer. Sauf que ce qui a changé, c'est que là, ce n'est pas simplement des menaces, on l'a fermé. Et ce que les experts militaires américains semblent, disons, soutenir comme thèse depuis les derniers jours, c'est qu'à moins que quelque chose change du côté iranien, on va devoir envoyer non seulement des navires, mais des soldats sur le terrain américain pour leur ouvrir par la force. Et si c'est ça qui se produit, je ne dis pas que ça va se produire, Sébastien, mais si ça se produit, c'est une escalade absolument spectaculaire, là. C'est l'engrenage qui commence. OK. Voilà. Qui continue. Politique domestique, politique interne. Catherine, on l'a effleuré au début de l'intervention, mais allons-y un peu plus en profondeur. J.D. Vance, le vice-président, semble-t-il, a des différences philosophiques, c'est un peu comme ça que M. Trump l'a qualifié, sur l'intervention américaine en Iran. Est-ce que la solidarité est en train de s'effriter à l'intérieur des rangs de l'administration? Catherine? Non, bien, je pense qu'on a vu des officiels de la Maison-Blanche commenter aujourd'hui en disant, effectivement, il y avait des différences philosophiques. La porte-parole de J.D. Vance n'a pas nié ça. Elle a dit que c'est des conversations privées. Mais J.D. Vance avait 21 ans quand il était officier de la marine aux affaires publiques en Irak. Et donc, il y a toujours eu une réserve, je pense, c'est ce que j'ai compris dans les lectures, sur une guerre de cette intensité, de cette durée en Iran. Puis même, il faut que je vous dise, même lundi dernier sur Fox, il a dit
Il a dit, il dit, il n'y a aucune chance que Donald Trump engage l'Amérique dans un conflit de plusieurs années sans calendrier clair, sans objectif clair. C'est exactement là où on est. Et il a dit, ça ne sera pas un enjeu comme celui en Irak et en Afghanistan. On va se rappeler de ces mots, mais il est là. C'est aussi une rampe pour sa candidature présidentielle, bien entendu. Et de cette On s'entend que cette guerre-là va durer moins qu'un mois ou deux, là, puis des objectifs clairs, il y en a. Fait que peu importe ce qu'il dit est dans le champ. Plus tôt cette semaine, je vais arrêter le conflit quand je vais le sentir dans mes tripes. Il y a comme un espace assez important entre les deux. Michel C., pour ce qui est de la base MAGA, la base qui a porté M. Trump au pouvoir, il y a Joe Rogan, qui est un MAGA, qui a un balado très influent, qui commence à se poser des questions, lui. Écoutons M. Rogan. What just seems so insane based on what he ran on. I mean, this is why a lot of people feel betrayed, right? He ran on no more wars and these stupid, senseless wars, and then we have one that we can't even really clearly define why we did it. On n'a pas voté pour ça. Ils prennent juste une petite partie de genre 5 secondes, puis ils ont skippé tout. Joe Rogan, là, c'est des podcasts de plusieurs heures, puis ils prennent juste 5 secondes. Ça n'a pas d'allure. Tu peux pas faire ça puis penser que t'es un poste de nouvelles qui montre les vraies choses. Ça n'a aucun sens. Puis Joe Rogan, il a pas aidé la base du MAGA. Je vois pas ce qu'ils disent à propos de ça. Oui, peut-être qu'ils croyaient au mouvement MAGA, mais MAGA, ça veut juste dire Make American Great Again. Chacun des Américains devrait vouloir Make America Great Again. Rendre l'Amérique grande, encore une fois. On devrait, tous les Américains, essayer ça. Être contre le MAGA, ça fait juste aucun sens. C'est un mot. Pour moi, là, ça n'a juste aucun sens. Sincèrement, c'est fou raide. Aux États-Unis, ceux qui ont voté pour Donald Trump. Est-ce que ce mouvement-là ou cet état d'esprit gagne en adeptes aux États-Unis et quelle est l'importance de Joe Rogan dans l'équation, Michel C.? Joe Rogan est quelqu'un d'important, mais c'est un influenceur. C'est pas un acteur comme tel, mais il y a un gros auditoire dans le mouvement MAGA. Et le mouvement MAGA l'a cru, M. Trump, quand il a dit qu'on ne ferait plus des guerres qui n'en finiraient plus jamais. Et il y a plein de gens aussi dans le mouvement MAGA, M. Vance en est, qui disent c'est bien beau, là, mais on ne peut pas changer le régime sans avoir des bottes sur le terrain. Et le vrai problème... Leur but, c'est pas de changer le régime. Puis oui, la guerre est presque finie. De dire qu'elle finit plus jamais, sont fous raides. La vraie difficulté au cours des prochaines semaines, ça va être... Là, on peut continuer le conflit pendant un petit bout de temps sans envoyer de bottes sur le terrain, de boots on the ground. Mais à un moment donné, si ce qu'on veut vraiment, c'est un changement de régime, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité si on ne faisait pas une certaine forme d'occupation du territoire, oui ou non. Et cette question-là va se poser, elle se pose déjà, mais à un moment donné, et si on rentre dans cette logique-là, ça peut être très, très long comme conflit. Là. Voilà, puis si on rentre dans cette logique-là, Raphaël, est-ce que ça ne va pas élargir non plus les gens qui réfléchissent? Oui, il peut y avoir des gens de la base MAGA qui se questionnent en ce moment, mais M. Trump a gagné son élection en élargissant un peu plus. Il y a d'autres pans de la population qui ont voté pour lui, qui ont de la difficulté à boucler leur budget, qui trouvent que l'essence coûte cher, que l'épicerie coûte cher, que tout coûte cher. Puis à partir de ce moment-là, est-ce que ça ne devient pas une roue, un engrenage pour Non. Il y a une des raisons pourquoi le monde se sont tous soulevés puis qui ont décidé de voter conservateur. C'est parce que les transsexuels rentraient dans les écoles. Puis il y avait beaucoup de problèmes à propos de ça. La LGBTQ gagnait du pouvoir. Si on se levait pas contre ça, il y avait des problèmes. Oui, il y avait l'économie. Il y avait d'autres aspects, bien sûr. Mais on s'entend que moi, je votais pas puis je me suis mis à voter récemment. Justement parce que j'ai vu toutes les histoires qui se passent avec les transsexuels. Puis tu veux pas ça dans ton pays. On devrait tous se lever contre ça. à l'interne? C'est un excellent point parce qu'il y a plusieurs défenseurs de l'approche actuelle de l'administration américaine qui disent le plus clair de la base républicaine est encore avec nous. Les purs MAGA sont encore avec le président, ce qui majoritairement est absolument vrai. Mais savez-vous quoi? On ne gagne pas des élections aux États-Unis avec 40 du vote. On en gagne au Canada comme ça, pas aux États-Unis. Et le problème pour le président, c'est qu'il est en train de saigner à la fois chez les électeurs indépendants
et républicains. Même si chez les républicains, la grande majorité est encore avec lui, quand on regarde les sondages des derniers jours, c'est grosso modo 80-85 de l'ensemble des électeurs républicains qui sont en appui à l'opération militaire en Iran présentement. Ça peut avoir l'air élevé à première vue, jusqu'à temps que vous réalisiez qu'en 2024, M. Trump était allé gagner 94 du vote républicain. Et quand le pays est aussi divisé qu'il l'est présentement et que le président est déjà aussi faible auprès à la fois des électeurs de l'autre parti, du Parti démocrate, et des électeurs indépendants, saigner davantage auprès de sa base, on n'en a pas besoin à maintenant à peu près 8 mois des élections de mi-mandat. Catherine, en terminant, il y a les élections de mi-mandat qui s'en viennent, mais c'est quand même un peu loin. C'est après l'été, c'est au mois de novembre et ainsi de suite. Mais ça, est-ce que ça fait partie du raisonnement ou de stratégique des républicains et de M. Trump en ce moment? Est-ce que ça rentre dans la conversation? Bien, je pense qu'il y a vraiment une tension entre l'agenda de dominance, de dominance énergétique. Là, aujourd'hui, il justifie la guerre sur le fil de la Maison-Blanche avec la dominance énergétique. Et la perspective intérieure, interne ou domestique, si on veut, au pays sur le coût de la vie. Bien sûr, la base regarde ça puis dit, bon, 11 milliards dans une guerre, ça nous donne quoi finalement sur America First? Ça nous donne quoi dans notre portefeuille? Alors, j'ai de la difficulté à comprendre. Ça donne que t'as pas de bombe nucléaire qui te tombe sur la face parce que t'as rien fait. Comment, entre maintenant et les midterms, on peut... parce qu'il bricole cette guerre-là comme il veut, comment on peut bricoler la fin de la guerre, puis de revenir sur l'agenda et compter des points domestiques, je le vois pas, là. Oui, allez-y. En 15 secondes, Sébastien, il y a eu une déclaration absolument glorieuse cette semaine, je dis de façon ironique, de Lindsey Graham, un des plus grands partisans de la guerre en Iran, qui a dit essentiellement en privé, savez-vous quoi, politiquement, on n'a vraiment rien à perdre de cette guerre-là, parce qu'on allait perdre la Chambre des représentants, le Parti républicain de toute façon. Lisez entre les lignes ici, qu'on perde 20, 30 ou 50 sièges, qu'est-ce que ça change? C'est absolument surréaliste. Et ce sont ces gens-là que le président semble écouter présentement. Intéressant. Le chronomètre nous dit que c'est fini pour ce segment aujourd'hui. On se reparle la semaine prochaine, les amis. Bonne semaine. Merci. Au revoir. Bonne semaine. En tout cas, vous voyez bien que c'est bizarre leur affaire. On va voir les commentaires. Il y a du monde qui leur liche le cul, je sais pas pourquoi. Mais il y a du monde qui disent des choses intelligentes. Quel malade, comment peut-on laisser une personne toxique influencer une bonne partie du monde et en profiter pour s'enrichir avec sa famille, les proches et les amis. Fait que tu vois des personnes désinformées comme ça s'enrichir avec sa famille et ses proches, ses amis, ça fait juste aucun sens. On fait ça contre les bombes nucléaires, il a manqué le point. MDR, vous n'avez toujours pas compris que la fin ne dépend plus de Trump, mais de l'Iran. Exact. Tu vois, ce gars-là, il a tout compris. La fin dépend de l'Iran et non de Trump. C'est l'Iran qui décide en ce moment. T'as vu? Fait que là, il y a du monde, là, au moins, là, qui comprennent, qui sont dans les tops des commentaires en plus, là. C'est la guerre de M. Bibi et non des USA et les objectifs ne sont pas les mêmes. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire à M. Bibi. C'est l'empereur qui décide de vivre les rebelles et les autos électriques. Vous voyez bien que la base là, qui regarde ces vidéos-là, le monde qui supporte, ils disent des choses bizarres, là. C'est normal qu'il entretienne le flou. Il ne contrôle rien du déroulement et cela devient de plus en plus plausible que c'est l'Iran qui risque de déterminer la fin. Ben oui, c'est l'Iran qui va déterminer la fin parce qu'ils ont juste d'arrêter de construire des armes nucléaires, de dire qu'ils se soumettent, qu'ils arrêtent. Mais ils voudront pas ça. Va sûrement falloir que ça change de régime. Mais bon, ça, c'est des extrêmes. Là. Peut-être qu'on n'aura pas à se rendre là. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire encore d'autres vidéos sur cette chaîne. Je me focus surtout sur une autre chaîne, fait que je fais pas beaucoup de vidéos. Mais, quand j'arrive sur une vidéo, c'est des choses très importantes. Moi, je veux souligner la désinformation, parce que par ici, on en a beaucoup. Moi, je suis au Canada, c'est épouvantable toute la désinformation qu'on a par les médias. Il y a beaucoup de monde qui haïssent Trump par ici. Je leur demande pourquoi. Ils savent même pas pourquoi ils haïssent Trump. Ils comprennent rien du mouvement conservateur. Ils sont nourris par les médias libéraux. Puis c'est une plaie. C'est vraiment mauvais. En tout cas, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.